Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Nous sommes très heureux de vous retrouver pour cette vidéo débat sur le film que vous attendez sûrement. C'est Avengers Endgame. Alors j'espère que vous avez vu le film. Ça fait 3 semaines qu'il est sorti. Parce qu'on va spoiler, là je le dis tout de suite, on va spoiler comme des porcs. Parce que ça sera vraiment une vidéo analyse, on va tout dire, enfin, en tout cas on va essayer de faire une synthèse parce que ça va être difficile d'être complet, mais on va faire notre maximum. Donc voilà, si vous n'avez pas vu le film, vous pouvez vous arrêter immédiatement, ça sera vraiment pas la peine. Voyez le film et reprenez la vidéo par la suite. Je souhaite également signaler que nous avons fait l'année dernière une vidéo débat sur le film Avengers Infinity War. Donc, à mon avis, ça serait intéressant que vous voyez également cette vidéo après ou avant, peu importe. Mais voilà, je mettrai le lien de cette vidéo dans le descriptif si ça vous intéresse. Voilà. Donc, Cyril, ça va? T'es content de parler d'Avengers Endgame? Bah oui, enfin, oui. Le film de tous les records, il a dépassé les 2 milliards en 2 semaines à peine. Si vous l'avez pas vu encore, vous allez être le dernier. Ne pas l'avoir vu voilà, sur Terre, parce que tout le monde l'a déjà vu sur Terre. C'est en train de dépasser Avatar, là, en ce moment même. Ce week-end. Là, on ne sait même pas s'il a pas. Il a dépassé Titanic. Oui. On ne sait pas s'il a dépassé Avatar, mais il est fort possible qu'il devienne carrément le plus gros succès, en tout cas financier, de l'histoire du cinéma. Ce qui n'a absolument aucune importance, puisque maintenant Avatar appartient aussi à Disney, donc c'est pas grave. Eh oui, la Fox, oui. Donc, en fin de compte, Disney a tout, quoi. Faut dire ce qu'il est. Donc, écoutez, on va donc, je vais donner, comme d'habitude, on va débuter tout simplement, on va donner notre avis sur ce film. Pour une fois, on va commencer par toi, parce que j'ai un peu plus de choses à dire sur mon avis, mais tout simplement l'avis, ton avis. T'as aimé, t'as pas aimé? Non, mais moi je suis bon public et je suis fan depuis le début, même depuis le Hulk de Ang Lee. Donc non, moi j'ai adoré ce film, il n'y a aucun problème. T'as adoré, ok. J'entends les critiques sur les quelques fautes de rythme, sur le fait que plusieurs parties du film sont inégales du point de vue du rythme. Moi, je trouve ça parfaitement normal en termes d'écriture. C'est normal dans un film que le milieu soit le développement des personnages, qu'il y ait de l'action un peu au début, qu'il y ait de l'action un peu à la fin. En l'occurrence, moi, je trouve que c'est même pas le cas. Je trouve qu'il y a de l'action tout le temps. C'est les plus grosses critiques que j'entends. Après, moi, je vais parler des personnages parce qu'il y a des choses qui ont gêné. Je prends pas ça pour des critiques. Moi, j'ai adoré. Voilà. Ok, moi, j'ai également bien aimé le film. Alors, évidemment, je suis, comme vous, si vous me suivez régulièrement sur ma chaîne, je suis plus intéressé par le DC Comics que par le Marvel. C'est vrai que étant enfant, je lisais très très peu de Marvel, donc je suis, mis à part les dessins animés, les Spider-Man, mais j'avais du mal, ça me faisait pas rêver quoi les Marvel, et donc c'est vrai que j'ai un peu de mal à rentrer dans cet univers, mais voilà, j'ai quand même bien aimé le film. Je pense que c'est une belle conclusion au MCU. Je me dis même que c'est peut-être même difficile d'espérer mieux que cette conclusion, même si pour moi il y a quand même des défauts. Alors, on peut dire que ce film a clairement 3 parties. La première partie, c'est une partie que j'aime spécialement, moi. C'est une partie qui ressemble un peu à la série The Leftovers, où là, on découvre donc que la planète Terre, évidemment, qu'il y a la moitié de la population a disparu. Et d'ailleurs, il y a une scène assez surprenante. On voit le New York avec très peu de monde. On a l'impression que tout le monde est mort à ce moment-là. Et là, on découvre les survivants, et notamment Stark, qui, avec sa famille, essaye de vivre et de faire le deuil des gens qu'ils ont perdus. Et je trouve que c'est une belle partie. Alors, il y a encore d'autres éléments qui arrivent, mais en gros, c'est quand même là, c'est la référence à Leftovers. Et j'ai vraiment aimé cette partie-là. Elle est assez sérieuse, elle est assez sombre, elle est assez touchante. Je trouve que que ça débute vraiment bien, quoi, le film. J'ai vraiment aimé cette partie. Après, il y a la deuxième partie où les personnages, les super-héros doivent donc retrouver les pierres. Donc, c'est un... Moi, personnellement, je la trouve un peu longue. C'est quand même plus de la moitié du film, cette partie-là. C'est un gros morceau. Je dirais même que c'est quasiment la base du film.
parce que ce film se veut être une sorte de... C'est pas se veut être, enfin, oui, c'est une synthèse du MCU, on va dire, mais c'est pas du tout péjoratif, il est construit comme ça, cette deuxième partie, c'est vraiment du fan service, ça veut dire par là qu'on va revisiter quasiment l'intégralité des 21 films, puisque Avengers Endgame c'est le 22e, on va visiter comme ça l'intégralité, le film va souvent faire écho, et voilà, c'est vrai que lorsqu'on n'est pas fan du MCU, ou on loupe les références, ou lorsqu'il y en a, et même il y a des références bien sûr parce que j'ai vu tous les films au cinéma, j'ai remarqué les références, mais moi, ça ne m'a pas plus excité que ça lorsque je les voyais, à l'opposé de certains spectateurs qui, par exemple, la scène où on voit Thor qui qui file le marteau on va en parler après, à Captain America. Ouais, bah, ok, c'est une référence au BD et tout, au film qui s'était passé avant, mais moi, voilà, ça m'excite pas plus que ça, parce que je m'identifie pas à l'univers, au personnage, j'ai compris de quoi il parlait, mais voilà. Ensuite, ce qui est intéressant dans cette partie-là, on peut dire que on est vraiment dans le schéma du film de braquage, qui a été inauguré avec le film Ant-Man. C'est le premier film qui faisait vraiment référence au film de braquage. Ça avait d'ailleurs, c'était la nouveauté de ce film-là. Ça avait surpris pas mal de spectateurs, justement, que ce soit pas un film où un super-héros doit sauver l'univers, mais que ce soit un simple film de braquage. Mais justement, c'était ça la nouveauté. Et là, on retrouve vraiment ce schéma-là dans la phase, enfin, moi j'appelle la phase 2 de Avengers Endgame, où justement ils doivent récupérer les pierres, et donc moi je pense immédiatement à Ocean, comment ça s'appelle, Ocean 11. Oh non, mais on en reparlera par la suite, parce que c'est vraiment construit sur le même schéma pour moi, où justement dans Ocean 11, on recherchait des personnages qui justement étaient des maîtres dans leur discipline, voire quasiment des super-héros, on peut presque dire ça, dans leur discipline. Et voilà, ils formaient donc une équipe qui avait tous un but commun. Braquer un casino. Et je trouve qu'on retrouve également ce schéma dans la deuxième partie de Avengers Endgame. Ensuite... Pour enchaîner là-dessus, parce que c'est le bon moment pour le dire, la référence à Ant-Man, c'est vrai que dans Ant-Man, donc c'est là qu'on avait un film de braquage. La référence BD dans ce film-là, c'est lorsque Tony Stark revient dans le passé pour aller récupérer le Tesseract. Il le fait avec Ant-Man. Dans la bande dessinée, Ant-Man est le sidekick d'Iron Man. C'est-à-dire que c'est Hank Pym ou Scott Lang, je ne sais plus, je crois que c'est Scott Lang, qui reste vraiment sur les basques d'Iron Man parce qu'il est fan et qui rapporte tous ses faits, qui écrit en fait les chroniques d'Iron Man. Donc c'est une jolie manière de récupérer le personnage de Hank Pym aux côtés de Tony Stark, tout en rappelant effectivement que le film de braquage c'était dans Ant-Man. Voilà. Donc si vous êtes clairement fan du MCU, clairement cette seconde partie est essentielle, ça va vous parler. Moi c'est vrai que ça m'a parlé un peu moins, voilà. Et bon, après il y a la troisième partie qui est bien évidemment la bataille finale, la bataille qu'on attend tous, et j'ai vraiment aimé cette bataille, c'est vraiment épique. Bon, je suis pas un fan des frères Russo, je suis pas époustouflé de leur façon de gérer l'action, de gérer l'espace et les personnages. Moi, toujours ma référence, c'est toujours Peter Jackson, et notamment la scène de bataille de Retour du Roi, c'est ça ? Et donc, voilà, pour moi, c'est la référence. Apparemment, la référence pour beaucoup de réalisateurs, c'est même plutôt la très longue bataille qui dure 3 quarts d'heure dans les 2 tours, la bataille du gouffre. Voilà. Mais donc, après, c'est des détails. Voilà, c'est clairement la grande scène d'action du MCU. On n'a pas vu ça auparavant. C'est vraiment une scène vraiment spectaculaire. Ça se vaut parce que, contrairement à ce que tu dis, moi je trouve que les frères Russo découpent très bien. J'ai entendu aussi comme critique que c'était surdécoupé, mais
pas déconner, c'est pas du Michael Bay. Ah oui, Moi, je trouve les scènes d'action très très lisibles. Film de profil, il filme d'au-dessus, on voit très bien quelles sont les forces en puissance, on les localise parfaitement bien. Il y a des micro-combats dans le combat, on localise très bien où ils sont, puisque le gant doit être récupéré et envoyé. Moi, après, au contraire, je trouve que c'est très 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 bien géré. Après, c'est peut-être trop dans l'obscurité, surtout lorsqu'on le voit en 3D. Oui, là au moins on voit. Là au moins on voit ce qui se passe. Peut-être en 3D, c'est peut-être un peu plus obscur. Bon, moi je voyais très bien, mais au moins là on voit la scène de bagarre, de grosse bagarre à la fin dans la nuit, au moins là on la voit. Voilà. Mais voilà, donc globalement j'ai vraiment bien aimé le film. Ce qui m'a surtout marqué, et ça je ne m'y attendais pas, c'est surtout, c'est un film intime. C'est vraiment un film sur les personnages, c'est un film émotionnel. En fin de compte, il n'y a pas tant de scènes d'action que ça, c'est plutôt un film qui parle de la relation des personnages entre eux, c'est plutôt un drame humain, ce Avengers Endgame. On s'attend à voir un feu d'artifice, un film d'action non-stop, comme souvent c'est le cas lorsqu'un film clôt toute une trilogie autre. C'est pas tout à fait le cas, et ça me surprend. Mais là, je suis agréablement surpris de voir que c'est surtout un film humain, c'est un film sur les personnages, c'est un film intime. Et ça, par contre, c'était pas évident, et ça, c'était une prise de risque. Parce que sur 3 heures... La durée du film, c'est 3 heures, on en profite pour parler des personnages, pour finir avec les personnages, donc on prend le temps de les développer, de les montrer. Et ça, c'était pas forcément évident. Et carrément, donc, d'utiliser le retour dans le passé pour confronter les personnages à leurs parents. Voilà. Ce qui est extrêmement important pour Iron Man, c'est quand même la thématique. Tony Stark, c'est sa thématique depuis le début, de la confrontation avec le père. Thor, je vais y revenir là-dessus, il a beaucoup de mal à faire le deuil de tout. C'est un orphelin, quoi. Donc c'est extrêmement important pour lui pour arriver à faire son deuil, de revoir sa famille, de revenir dans le passé pour ça. Donc justement, c'est un film vraiment, c'est un film qui suit vraiment les liens des personnages, voilà. Et puis justement, on va parler de ça. Donc, sur les références, oui, tu as dit oui, The Leftovers, effectivement, on pense beaucoup à ça. Il y a bien sûr Doctor Who, le Time Heist, comme on dit, le braquage dans le temps, c'est le titre d'un épisode de Doctor Who. Karen Gillian qui joue Amy Pond dans Doctor Who, c'est elle qui joue la fille de Thanos, j'arrive jamais à me souvenir de son nom. C'est elle qui joue la fille de Thanos, et donc elle joue dans Doctor Who, et c'est dans la 5e saison, la Time Heist. Très officiel aussi, il y a beaucoup de références à Star Trek. Alors c'est Star Trek Next Generation. De toute façon, quand on parle de voyage dans le temps et de modifier des choses dans le passé puis revenir, c'est Star Trek. Voilà. Donc ils l'ont dit, ils se sont inspirés de certains épisodes de Star Trek Next Generations. All Good Things, le titre de l'épisode. J'ai aussi retenu, il y a aussi Star Trek 4, quand ils vont sauver les baleines. Une petite référence quand le Captain America dit que dans la baie d'Hudson, il a vu qu'il y avait des baleines. Voilà. On peut dire que peut-être c'est aussi une référence à Star Trek. Et pour en finir avec ça, oui, dans le générique de fin, c'est une très belle idée, en plus je trouve, pour clôturer tout le MCU depuis Iron Man. On a les signatures des acteurs. Et ça, c'est dans Star Trek 6. C'est la fin de Star Trek 6 qui est comme ça. Voilà. Bon. Voilà pour les références. Et puis évidemment, il ne faut pas oublier que les frères Russo ont réalisé des épisodes de séries télé. Il y a une série télé qui s'appelle Community. Et il y a beaucoup d'acteurs de cette série Community, dont Brie Larson, en fait, qui jouait dans Community. Qu'on retrouve dans des caméos. Ken Jeong qui lit un bouquin de Ballard qui peut être sous-titré Endgame. Voilà. Ce genre de choses est déjà détaillé en long et en large dans beaucoup d'autres vidéos. Bref. Donc, si tu veux, je crois qu'on peut enchaîner sur les personnages, puisque le film est construit comme ça, en fait. C'est-à-dire que comme c'est un film de braquage dans le temps et que c'est toute l'équipe des Avengers qui va agir, ils vont chacun dans une époque différente récupérer chacune des pierres. Donc on a plusieurs couples qui vont dans le temps. Donc il y a Natasha et Clint. On sait qu'ils sont amis depuis longtemps, Natasha Romanoff et Clint Barton.
D'abord, Clint Barton, on le voit, Natasha va le récupérer alors qu'il est en train d'être clairement un vigilante. C'est-à-dire qu'il est, il est carrément récupéré au Japon en train de tuer carrément un mafieux japonais. Là, ça fait référence au personnage de Clint Barton dans les comics Avengers Ultimate, en fait, mais dans lesquels on raconte aussi les Infinity Gauntlet. Après que Thanos ait tué tout le monde, dont la famille de Clint, Clint part tout seul. Hein, c'est sa manière de faire son deuil, en quelque sorte. Et donc le personnage, c'est Ronin, en fait. Le personnage de Clint Barton s'appelle Ronin. C'est-à-dire un samouraï sans maître. Et donc il est récupéré par Natasha alors qu'il est en train d'être un vigilante assez violent. Une autre référence aussi, il se trouve que Clint Barton, c'est aussi Goliath dans les bandes dessinées. Goliath, c'est lorsque Clint Barton utilise les particules de Pym, donc avec Ant-Man, pour changer de taille comme il veut. C'est aussi dans la période où il est seul. Dans le film, c'est lui le premier qui va utiliser, qui va tester en fait la machine à remonter dans le temps. Avant de le faire vraiment, ils font des tests. Et c'est Clint Barton qui s'y met. Et c'est une référence à cette partie-là dans la BD où il est Goliath. Lorsqu'il utilise donc les particules de Pym, on le voit en fait changer d'état, changer de taille. Voilà, c'est une référence à Goliath dans la BD. Pour Clint Barton, donc voilà, il a besoin de venger sa famille et de récupérer sa famille. Donc pour lui, évidemment, récupérer les pierres, ça a beaucoup de sens. D'où le conflit avec Natasha. Natasha, comme elle le dit à un moment dans le film, elle explique que... Alors, il faut peut-être rappeler une chose, c'est qu'il se passe 5 ans lorsque Thanos se fait couper la tête par Thor. On va revenir là-dessus dans la partie avec Thor, mais lorsque Thanos se fait couper la tête par Thor, il y a un saut de 5 ans et on rattrape les personnages 5 ans après. Et on voit dans quel état ils sont. C'est pour ça que donc pendant ces 5 ans, en fait, Clint Barton devient Ronin et agit tout seul. Natasha, elle dit carrément que pendant 5 ans, elle a fait l'agent secret, parce qu'elle n'a que ça dans sa vie. Elle est orpheline, elle n'a personne. En fait, elle n'a absolument pas de famille, tout est là. Et que sa famille, en fait, c'est le fait d'être agent secret. C'est-à-dire son utilité dans la vie, c'est d'être agent secret. Elle est mariée au fait qu'elle soit agent secret, c'est ce qu'elle dit. Ça fait référence dans les BD où c'est lorsqu'elle elle s'allie avec Punisher. C'est-à-dire elle a une aventure, dans tous les sens du terme, avec Castle. C'est-à-dire une aventure amoureuse avec Castle, et en même temps elle a des aventures hyper violentes dans les BD avec Frank Castle. Il est possible que le prochain film Natasha raconte ça et nous montre, ça s'appelle déjà en fait Avenger Confidential, Natasha Romanoff avec Punisher Frank Castle. On en parlera ça après. C'est possible, bon, voilà. Mais c'est quelque chose qui existe déjà. D'où ce qui est très beau. Alors dans les bandes dessinées, il se trouve que c'est Clint Barton qui meurt et pas Natasha. Là, c'est l'inverse. Je trouve que ça a beaucoup de sens dans ce film-là. Les deux veulent se sacrifier. On a là une scène de combat entre les deux. Hein. Ils veulent mourir tous les deux. Mais donc c'est vraiment Natasha qui a besoin carrément, je veux dire, elle a besoin de se suicider parce qu'elle dit, ben oui, il n'y a que moi. J'ai absolument personne dans la vie. Toi, tu as une famille à récupérer. Toi, il faut que tu restes. Moi, j'ai rien. Donc, il n'y a que moi qui veut partir. Cette notion de sacrifice, on va y revenir dessus parce que c'est aussi une thématique récurrente du film. Voilà pour Natasha et Clint Barton. Une autre partie, c'est Thor. On va dire Thor et Hulk. Puisque leur confrontation a déjà existé dans Thor Ragnarok. C'est même la plus grosse polémique du film. La plus grosse polémique du film. Moi, je trouve que ça a beaucoup de sens. Je comprends ceux qui disent que c'est lourdingue de faire tous ces plans sur le gros bit de Thor. Moi, je trouve que c'est absolument pas grave, parce que dès qu'il s'agit de se battre, c'est bon. Je veux dire, c'est juste un état mental, en fait. Le problème, là, et les frères Russo s'en sont expliqués, c'est que c'est sa manière de faire son deuil. Non seulement il culpabilise à mort parce qu'il a eu l'occasion de couper la tête de Thanos, mais il l'a pas fait.
C'est ce que lui dit Thanos, hein, t'aurais dû viser la tête. Bon, bah, au début de ce film-là, il lui coupe la tête. Et c'est ce qu'il dit à Rocket Raccoon. Cette fois-ci, j'ai visé la tête. Voilà, et limite, je vous emmerde. Et puis, il s'en va. On le récupère 5 ans après. Il a un gros bide. Alors, attention, en fait, c'est le Unworthy Thor. Cette histoire est très bizarre. C'est un arc narratif dans les bandes dessinées qui s'appelle Unworthy Thor. Pourquoi c'est très bizarre? Parce que dans les bandes dessinées, c'est à cause de Nick Fury. C'est Nick Fury qui lui murmure quelque chose à l'oreille, on ne sait pas ce que c'est, mais ça déstabilise tellement Thor qu'il est même plus capable de soulever son marteau et qu'il est indigne. Il se trouve indigne. Alors il se bat contre les Beyonders. Les Beyonders, c'est aussi une énorme référence dans ce film-là, la lutte contre les Beyonders. Ça a à voir avec les Celestials et les Eternals. On y reviendra après parce que c'est sûrement le futur du MCU. Le Unworthy Thor, pour régler ce problème-là, il va, dans les bandes dessinées, il y a les deux, soit il va dans un univers miroir récupérer une version différente de son marteau, de son Mjolnir, où il va aussi, dans le passé, récupérer le marteau du passé. Et en fait, il se retrouve avec les deux dans la main. Il y a aussi un autre arc narratif dans lequel il a Stormbreaker et Mjolnir, les deux, entre les mains. Mais ça fait partie donc du Unworthy Thor. Et cette manière de retourner voir sa mère, donc de revisiter des scènes de Thor Dark World, ce qui est très beau, c'est que sa mère a très bien compris que c'est Thor, que c'est le Thor du futur qui vient la visiter, mais elle ne veut pas en savoir plus. Tout est là. Il a besoin, pour se ressourcer, pour se redonner confiance, de reparler à sa mère. Et lorsque c'est fait, il tend le bras et son marteau revient, il récupère son bon vieux marteau, le vrai, et il dit enfin cette fois-ci, ça y est, je suis digne à nouveau. Petite référence très rigolote, lorsque Thor, avec un gros bide, croise Tony Stark le traite de Big Lebowski. Alors ça, ça m'a tué parce que je ne me suis même pas rendu compte au moment du film, alors que pourtant c'est évident. Big Lebowski, c'est Jeff Bridges. Jeff Bridges jouait le rôle du mentor de Tony Stark, d'Iron Man, dans le premier Iron Man. Donc c'est une référence quand même assez barrée de traiter Thor de Big Lebowski, sachant que l'acteur a joué dans le MCU, Jeff Bridges. Pour Thor, donc voilà, la continuité de ça, ce sera avec le Captain America, j'en parlerai après. Concernant Hulk, c'est un gros choc de voir Bruce Banner sous cette forme-là. Ça aussi, beaucoup n'aiment pas cette partie-là. Je suis d'accord parce que là, pour accepter ça, il faut connaître le truc. Ça vient de Planète Hulk. Planète Hulk, ça ressemble un peu à Thor Ragnarok. Dans les BD, Planète Hulk, donc c'est Hulk qui est renvoyé par Tony Stark et les autres, renvoyé de la Terre parce qu'il est dangereux et il débarque par accident en fait sur cette planète sur laquelle il est obligé d'être un gladiateur qui combat. Bon, dans cet arc narratif là en fait, Hulk est Hulk, il n'est plus jamais Bruce Banner. Donc il a toute une aventure, il devient le maître de cette planète parce que c'est le plus fort. Bon. Lorsqu'il se rend compte que, en fait, dans cette histoire-là, le vaisseau qui l'a amené sur cette planète, il explose en tuant tout le monde, en tuant donc la famille même de Thor qui s'était faite sur cette planète. De Thor, de Hulk qui s'était fait sur cette planète, et Hulk devient encore plus enragé. Et il comprend que c'est Tony Stark qui l'a envoyé là, il se souvient que c'est Tony Stark qui l'a envoyé là, et donc il va revenir sur Terre pour se venger. En fait, avec l'aide de Doctor Strange et du Docteur Samson, un autre personnage qu'on ne connaît pas dans la MCU, il va se rééquilibrer. Bruce Banner, en fait, va fusionner, l'esprit de Bruce Banner va fusionner avec le gris Hulk, le Hulk gris, et le Hulk sauvage. Et c'est un équilibre, en fait, qu'il arrive à trouver, et c'est exactement ce qui est dit dans cette partie-là du film, c'est que c'est un équilibre qu'il est arrivé à trouver, où c'est le professeur Hulk, voilà, c'est un arc narratif qui existe dans les BD, où c'est le professeur Hulk, donc c'est Bruce Banner, sous la forme de Hulk, aussi fort que Hulk, mais donc garde l'intelligence de Bruce Banner. Attention, parce que sous cette forme-là, lorsque Hulk se met en colère, c'est inversé, il redevient Bruce Banner, mais incontrôlable.
Sinon, Bruce Banner restait Hulk tout le temps, sans jamais redevenir Bruce Banner. Or, on voit dans le film que c'est le seul qui reste lorsque Scott Lang revient, parce que lui, il n'est pas mort, voilà, il était dans le Pocket Univers quantique. C'est lui qui émet l'hypothèse que grâce à la physique quantique, on peut retourner dans le passé, puisque le temps se déroule différemment à cette échelle-là. Ça n'intéresse absolument pas Tony Stark, qui lui a une vie de famille. C'est lui qui a le mieux réussi à faire le deuil de tout ce qui s'est passé, puisqu'il a il a réussi à créer une vie de famille. C'est Professeur Hulk, Bruce Banner Hulk, qui a toute l'intelligence qu'il faut pour créer cette machine à voyager dans le temps. Donc il y a cette scène où on revoit Professeur Hulk dans la bataille de New York. Bruce Banner, lorsqu'il est Hulk, déteste être Hulk, et là il se voit en train de tout détruire, et il n'aime pas ça, et il y a cette scène assez amusante qui est très, très signifiante, où Bruce Banner, en Professeur Hulk, mime ce qu'il pense de Hulk, où il détruit pour de faux, il dit un petit peu lorsqu'il essayait de soulever le marteau de Thor, en étant Bruce Banner, en faisant comme s'il était Hulk alors qu'il n'était pas Hulk. Bruce Banner déteste Hulk, voilà. Mais il y a une sorte de mise en abîme qui signifie la détestation de Bruce Banner en Hulk sauvage, en étant lui-même Professeur Hulk. Voilà. C'est vrai que c'est assez étrange parce que c'est Hulk, mais qui n'est pas Hulk. Ce personnage-là est quand même assez dangereux. Une chose à rajouter sur les aventures de Hulk, dans les bandes dessinées, il y a ce qu'on appelle les Secret Wars. Alors c'est trop compliqué à raconter, mais les personnages sont transférés sur une autre planète par un personnage qui veut les tester, un personnage cosmique qui veut les tester. Et Hulk, exactement comme dans ce film-là, protège Tony Stark et les autres, ses amis, d'une montagne qui va s'effondrer sur eux. Là, c'est l'immeuble qui va s'effondrer sur eux, et t'as Hulk qui les protège. C'est exactement une réminiscence de la bande dessinée Secret Wars. C'est pour dire que ce film-là fourmille de plein de références, de détails qui sont récupérés des bandes dessinées et qui sont posées là. Moi, je trouve que c'est très bien établi. Steve Rogers et Tony Stark. Là, c'est un gros morceau parce que, à la limite, moi, j'ai envie de dire que ce film-là, c'est pas un Avengers, c'est comme Civil War, un Tony Stark, Steve Rogers, où il est mis en évidence là dans ce film-là que les deux personnages principaux de toute la série, c'est eux deux. Ils sont antagonistes, mais dans le même temps, alors ça, c'est un truc de scénario. Le protagoniste, c'est Tony Stark. Le personnage principal, c'est Steve Rogers. Steve Rogers, Captain America, il reste pur, il reste ce qu'il est, intransigeant, du début à la fin. C'est pas qu'il est monolithique, c'est pas qu'il ne change jamais. Il est plus fort mentalement entre le début de l'histoire et la fin de l'histoire. C'est montré de manière physique, de manière très maligne. On a au début de son histoire, Steve Rogers est complètement chétif, et puis il subit ce qu'il subit à cause d'Howard Stark, et il devient quelqu'un d'extrêmement baraqué. Là, au début de Avengers Endgame, on a Tony Stark qui a passé 22 jours dans l'espace, un jour pour chaque film, 22 jours dans l'espace, et il revient sur Terre complètement chétif, exactement comme l'était Steve Rogers au début de l'histoire. Physiquement, ils sont inversés, mais ils sont toujours en conflit. Tony Stark en veut toujours à Steve Rogers d'avoir été en quelque sorte plus le chouchou de son père qu'il ne l'était lui. C'est aussi quelque chose qui va arriver à régler dans le passé par rapport à ça. Concernant cet arc narratif-là où les Avengers vont dans le passé, ça, soit dit en passant, ça correspond à une bande dessinée qui s'appelle les Avengers Forever, où ils font des voyages dans le temps. Steve Rogers versus Tony Stark, il est quand même très clairement établi dans le film, dans Winter Soldier et Civil War, que c'est Tony Stark qui a tort. C'est-à-dire que le délire de Tony Stark, c'est
c'est un mercenaire, c'est un vendeur d'armes, un marchand d'armes, et c'est un mercenaire, vraiment, c'est un militaire. Donc ses réactions sont militaires. Lorsque les militaires disent il faut protéger la terre militairement parlant, lui, ce qu'il veut, c'est faire un bouclier militaire autour de la terre. Il veut absolument que les gens aient moins de liberté pour plus de sécurité. Hein. C'est un vieux dilemme politique. Captain America, lui, non, il ne transige pas. Il est du côté de la vie, du côté de la vérité et du côté de la liberté absolue. Et c'est pour ça qu'il rentre en conflit. Très clairement, quand même, l'histoire de Bucky, du soldat de l'hiver, qui est accusé à tort. Les films, très clairement, donnent tort à Tony Stark. Ce faux attentat terroriste de Civil War, qui donne envie à Tony Stark de militariser le monde entier pour le sécuriser, c'est basé sur un mensonge. C'est un faux attentat terroriste qui est là pour accuser à tort Bucky, le copain de Winter Soldier, le copain de Captain America. Le film donne raison au Captain America. Tony Stark s'en rend compte dans Civil War, mais reste le conflit avec son père. Ce qui va être réglé là, Tony Stark, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec son sidekick de la bande dessinée Scott Lang, va retourner dans le passé et il va enfin rencontrer son père. Ce qu'il n'avait pas pu faire, il l'avait fait de manière virtuelle dans son invention qu'on voit au début de Civil War. Et là, il va lui faire le câlin qu'il n'a jamais pu faire, en fait. Évidemment, voir ça ne comprend pas ce qui se passe. C'est une manière de régler ses propres problèmes pour avancer. Alors, le personnage de Tony Stark, pourquoi je dis que c'est le protagoniste, c'est que lui, il change de tout au tout. C'est-à-dire qu'il est complètement... il ne veut pas se sacrifier. Il veut dire, nous, on est les Avengers. Sa manière de reprocher ce qu'il est à Steve Rogers, c'est de lui dire... moi, je me suis fait tout seul. Ce que je suis, c'est grâce à mon intelligence, et quand même, voilà, grâce à mon père. C'est ce qu'on va découvrir avec Iron Man 2. Mais toi, ce que tu es, ça vient d'une fiole. Ça va s'inverser. C'est-à-dire que là, il va se rendre compte de l'inverse. C'est-à-dire que oui, Steve Rogers, il est digne. Il est suffisamment digne pour être plus qu'un bouclier, ce qu'il dit déjà dans Civil War et dans Winter Soldier. C'est-à-dire que son bouclier est littéralement détruit par Thanos, mais il est toujours debout. C'est aussi comme dans les comics où c'est le last man standing, c'est-à-dire le dernier homme à rester debout. Tant qu'il y aura un homme face à Thanos, Thanos n'est pas vainqueur. C'est ce qui est montré comme dans la BD là à la fin du film. Il donne tort en fait complètement à Tony Stark. Il lui montre que non, il est beaucoup plus que l'invention qui est dans une fiole. On peut dire qu'en termes de psychologie, c'est un des plus beaux parcours du MCU, puisque dans le premier Iron Man, on peut le dire, c'est un sale con. Voilà, donc Iron Man, c'est quelqu'un de très égocentrique. On a difficilement... qui n'arrête pas de balancer des punchlines, souvent méchants, voilà, et c'est vrai que là, maintenant, il passe de l'égocentrisme à l'altruisme. Et c'est vrai que c'est, voir un côté quasi christique, et c'est vrai que c'est un beau parcours pour ce personnage. Par contre, pour le Captain America, ce qu'on peut dire aussi, c'est un parcours constant contre le temps. Le temps est une thématique pour ce personnage-là, dès le premier film. Il essaie toujours de rattraper le temps perdu. Alors on a ça dans les bandes dessinées. Et il le fait à chaque film. On a ça dans un comic, c'est un arc narratif qui s'appelle House of M, où dans cet arc narratif-là, on a... les scénaristes de ce comics nous montrent ce que les personnages auraient pu être s'ils avaient vécu en faisant exactement ce qu'ils avaient voulu, et pas en étant les Avengers, c'est-à-dire une sorte le sacrifice d'être les protecteurs de la Terre, quoi. Voilà. Et dans House of M, donc on a très particulièrement Steve Rogers qui vit sa vie avec Carter. Donc c'est déjà dans les BD et c'est une réminiscence de cette BD-là. Et qu'on voit à la fin du film. C'est même, ça remonte à plus loin que ça. C'est pour moi la plus belle scène du film. La danse, la chanson sur laquelle ils sont en train de danser, c'est la chanson qu'on entend chez Steve Rogers dans Civil War ou Winter Soldier, je ne sais plus lequel, lorsque Nick Fury fait croire qu'il est mort et qu'il est
non, est en fuite en fait. Il est en danger de mort, il est en fuite, il va se réfugier chez Steve Rogers. Et pour que les micros puissent ne pas les écouter, il fait croire qu'il écoute une musique. Et la chanson qu'on entend, c'est la chanson sur laquelle il danse à la fin de ce film-là. Donc c'est travaillé depuis un moment. Hein. Petite aussi référence à la chanson, faut oublier qu'Iron Man, c'est Black Sabbath. C'est une chanson de Black Sabbath. Et dans cette chanson des années 70, hein, et donc dans cette chanson, il y a la réplique, il y a la parole, retourner dans le temps pour le futur de l'humanité. Voilà, c'est carrément une des paroles de cette chanson, et là, ça a beaucoup de sens. Black Sabbath, Iron Man, dans ce film-là. On n'a pas fait attention aussi, mais les prophéties de Age of Ultron se retrouvent beaucoup dans ce film-là. Le titre même de Endgame, il vient de Doctor Strange, effectivement, c'est lui qui dit ça dans le film précédent, mais c'est aussi exactement ce que disait Tony Stark dans Age of Ultron, c'est-à-dire que dans Age of Ultron, il justifiait la création d'une armée de robots qui aurait donné Ultron, hein, donc quelque chose qui lui aurait complètement échappé. Donc là, encore une fois, il a tort, quoi. Il fait quelque chose qu'il ne fallait pas faire. Mais il dit il nous faut ça parce que là, ce qui nous est arrivé donc dans le premier Avengers, hein, les Chitauri qui viennent les attaquer, cette armée extrêmement bizarre où il aura fallu Hulk, hein, pour arriver à la défaire, sinon arriver à vaincre, sinon ils n'y arrivaient pas. Dire là, ce qui nous est tombé dessus, c'est Endgame. Il le dit dans Age of Ultron, ça, Endgame. C'est-à-dire on peut traquer les délinquants, les trafiquants, comme ça. C'est aussi une phrase qui est dans Watchmen, ça. Mais nous, on est quand même les Avengers. Là, ce qui nous est tombé dessus, c'est Endgame. Donc, il nous faut quelque chose de plus fort. Donc, là, qu'il crée Ultron et qu'il se plante complètement en le créant. Donc, ce Endgame, ça vient de loin, quoi. Ça vient de Ultron. Dans Age of Ultron, il faut se souvenir que le cerveau des Avengers c'est hacké en quelque sorte, hein, et il y a leur part sombre, hein, qui est révélée, il y a aussi leur passé qui est révélé dans ces scènes-là, et il y a surtout Tony Stark qui voit la fin des Avengers. Mais il se trouve que dans ce film-là, soit dans leur mort, soit lorsqu'ils sont extrêmement blessés, ils se retrouvent exactement dans la position dans laquelle Tony Stark les voit dans son rêve, hein, dans Age of Ultron. Le bouclier de Captain America qui est brisé, qui est coupé en deux, Natasha Romanoff qui est exactement dans la même position que la manière dont elle est tombée quand elle est morte, alors qu'elle se jette dans le vide. Il y a un plan sur elle et c'est exactement le même plan. Elle est dans la même position quand on la voit morte dans Age of Ultron. Thor est aussi par terre. À un moment, il se fait rétamer par Thanos et il est par terre avant de se relever. Bon, mais il est dans la même position. Bon, voilà. Ce qui est prophétisé dans Age of Ultron se retrouve là, dans ce film-là. Sauf qu'il y a Doctor Strange et il y a les particules de Pym qui leur sauvent la vie et qui est quelque chose, et qui est ce qui fait que c'est pas une prophétie autoréalisée, quoi. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus sur cette... il y a quelque chose d'extrêmement important. Moi, ça m'a donné des frissons dans ce film-là, et pour beaucoup aussi. C'est lorsque on a une réminiscence de Civil War, de Winter Soldier, lorsque Steve Rogers est dans l'ascenseur avec les membres d'Hydra, et qu'il va se battre contre eux dans l'ascenseur. C'est une scène monumentale dans ce film-là. Là, on croit que ça va être ça, mais il se penche vers le mec, là, c'est Franck Griot, l'acteur, je ne sais plus comment il s'appelle, il lui dit « Hail Hydra », et puis il sort. Ça m'a donné des frissons. C'est une BD qui est très récente, hein, 2016-2017, qui s'appelle Secret Empire, et c'est une BD dans laquelle Captain America est réellement un agent. Pourquoi ? C'est compliqué, c'est parce qu'il est manipulé par le Tesseract qui est utilisé par Red Skull, qui est son ennemi. Lorsque Captain America se combat lui-même, c'est dans la BD numéro 156. Voilà, donc c'est présent dans la BD lorsque Steve Rogers se combat lui-même. Sinon, tu voulais dire aussi quelques mots avant qu'on passe à la troisième partie, parce que tu voulais... je voulais enchaîner sur... C'est Captain Marvel. Sur Thanos et Captain Marvel. Ouais. C'est-à-dire, Captain Marvel...
Ce que je voulais dire sur elle, de toute façon, depuis le début, on n'a pas fait de vidéo ensemble, c'est que son problème à elle, qui est réglé dans son film à elle, alors son film à elle ne dit rien sur le film qu'on voit maintenant. C'est-à-dire que son film à elle, c'est son film à elle, qui parle de sa psychologie. Et son problème à elle, C'est une origin story, quoi. c'est une origin story, ok, mais qui est basée sur quoi? Sur le fait qu'on lui a induit une impuissance acquise. Et tout le problème est là en psychologie, en fait, ça veut dire que ce personnage-là a vécu toute sa vie avec des personnes qui lui ont dit tu n'es pas puissante, t'es une merde, en gros, hein, carrément. T'es une fille militaire, mais ça n'existe pas, arrête. Voilà. Donc ça s'appelle induire l'impuissance acquise, et elle lutte contre ça. Et elle arrive à se relever et à gagner toute sa puissance. Je veux dire, c'est un personnage qui est surpuissant. Et on s'en rend compte dans le film précédent. Et moi je trouve que c'est pas grave de ne pas avoir vu son film à elle, puisque on la découvre dès le début du film comme étant une sorte de Supergirl, Superman, quoi. Je veux dire, elle voyage dans l'espace. Moi je trouve qu'elle ressemble plus en fait par rapport au DC, au Green Lantern. En fait, c'est un mélange de Green Lantern et de Supergirl, on va dire. Et elle... on sent qu'elle est puissante dès le début, quoi. Je veux dire. Alors, oui, il y a une grosse ellipse. Certains parlent de trous dans le scénario. Comment elle a fait pour savoir où est le vaisseau dans l'espace pour arriver à le récupérer, parce qu'il n'y a pas de GPS. C'est le vaisseau de Rocket Raccoon, du raton laveur. Le raton laveur peut très bien lui avoir indiqué où était le vaisseau, quoi. Voilà. Bon, c'est une ellipse, plus qu'autre chose. Et donc elle traverse le vaisseau de Thanos, et quand Thanos voit ça, ben, il s'assoit. Il dit voilà, ok, je vois ça, il n'y a plus grand chose à faire. Donc, effectivement, comme nous l'avait promis, Captain Marvel fait la différence. Où je me rends compte que dans la bataille finale, on voit donc Steve Rogers qui manipule quand même le marteau, le Mjolnir, qui n'est pas censé pouvoir soulever. Je vais dire ça. Aussi, on est prévenu dans Age of Ultron. Il y a quand même une information qui est importante, c'est Joss Whedon qui a réalisé Age of Ultron. Et il l'a dit dans une interview que pour lui, lorsqu'on voit Steve Rogers faire bouger de 2 mm le marteau, selon Joss Whedon, c'est en fait Steve Rogers est tout à fait capable de soulever le marteau depuis le début, seulement c'est quelqu'un de correct. Il est pur en fait. La blague sur le fait qu'il dit aucun gros mot, c'est ça que ça veut dire. C'est pour ça c'est à ce point-là, ce personnage, c'est pour ça il est suffisamment digne de porter le marteau. Selon Joss Whedon, il a toujours été capable de porter le marteau. Mais il s'était retenu jusque-là. Et là, il se retient plus, en fait. Donc, moi, c'est un truc que j'ai trouvé absolument énorme. Déjà, ça aussi, ça m'a fait frissonner de voir enfin Steve Rogers manipuler le marteau. Alors, ça fait référence aux bandes dessinées lorsqu'il se bat contre le serpent. Donc, où il manipule aussi le marteau, et il protège des civils contre les super vilains du serpent. Voilà, c'est encore d'autres BD. Bon. Donc Captain Marvel, et puis donc Thanos. Thanos, on peut dire qu'il est l'inverse de Tony Stark. C'est-à-dire ce sont tous les deux des leaders charismatiques, sauf que Thanos, lui, il est carrément, il se dit carrément qu'il est là de droit divin, en quelque sorte. Hein. Il se croit investi d'un but divin, qui est d'éliminer 50% de la population. Malheureusement, les Avengers lui donnent raison, puisqu'ils sont tellement pas capables en fait d'accepter leur sort qu'ils font ce qu'ils font. Bon, tant mieux en réalité, mais c'est pour ça que Thanos à la fin il dit bon bah ouais, finalement vu ce que vous faites, ben vous méritez pas en fait. Vous êtes même pas capable d'accepter la bonté, la vision hein, que j'ai eue. Ben moi je vais éliminer 100% de la population. Bon ben c'est là qu'il faut l'arrêter. Ils y arrivent. Pourquoi c'est l'exact miroir inversé, on va dire, de Tony Stark, c'est que ce sont tous les deux des leaders charismatiques. Ils veulent quasiment tous les deux la même chose en fait. Hein. Ils veulent tous les deux la paix sur la terre. Voilà. Mais à un degré de violence différent, ils ne veulent pas y arriver de la même manière. Quoi, voilà. Pour en finir aussi avec le Captain America, en termes de scénario, c'est un traveling angel, c'est-à-dire que c'est l'ange qui passe, qui va traverser la vie de tous ces personnages-là, qui va changer la vie de tout le monde. Bon, on va revenir là-dessus à la fin pour la dernière scène.
Ce que je voulais dire sur Thanos, le gant qu'il faut absolument lui arracher, que dans la BD c'est sa propre fille qui lui arrache, là il faut s'y mettre à plusieurs pour arriver à lui arracher. Tony Stark fabrique le même gant, et il se trouve que ça a une référence culturelle absolument énorme, ça vient de Sainte Thérèse d'Avila. Sainte Thérèse d'Avila, c'était une sainte dont le corps est imputrescible. Ça, l'histoire des corps imputrescibles, il y a aussi Bernadette Soubirous, le Bernadette Soubirous qui est morte au XXe siècle et son corps est toujours parfait, il n'a pas pourri. C'était aussi le cas de Sainte Thérèse d'Avila au XVIe siècle, qui a été déterrée 9 mois après, parce qu'elle a été canonisée, et son corps était imputrescible. Alors, certaines parties de son corps sont devenues des reliques, sa main gauche en particulier, voilà, je te la montre, voilà la main gauche de Sainte Thérèse d'Avila, dans une relique. Et c'est exactement le gant de Thanos, donc recréé, voilà, je le montre là, mais par un effet spécial, il va le remontrer. Le gant de Thanos, recréé par Tony Stark, c'est très exactement la main de Sainte Thérèse d'Avila, qui est une main incorruptible, imputrescible. Et c'est une relique chrétienne très connue, qui est en Espagne, voilà. La ressemblance est absolument frappante. Moi, c'est un rapport culturel que je ne connaissais pas. Alors, où est-ce qu'on va? Ce qui est intéressant avec ça, c'est que il se trouve que Franco, le dictateur Franco, qui était un fervent catholique, mais qui était un dictateur quand même, avait récupéré cette main et ne s'en séparait jamais. Il dormait avec, il vivait avec, il était persuadé que cette main, c'est aussi un leader charismatique qui était aussi investi d'un but divin dans son délire. Il était persuadé que la main imputrescible de Sainte Thérèse d'Avila lui donnait la toute-puissance, quoi. Et donc il a fallu vraiment que Franco meure et qu'on récupère sa main dans les années 70 pour que sa main soit, la main de Sainte Thérèse d'Avila soit de nouveau, je crois qu'elle est à Lisbonne ou à Randa, une ville qui s'appelle Randa. On peut dire qu'il y a un lien entre Thanos, le dictateur, on va dire, le tyran, et Franco, le dictateur. Je crois que le lien est là, quoi. Mais la ressemblance est vraiment frappante. Et donc on en arrive à la fin du film, où on l'a dit, où Steve Rogers, il annule tout ce qu'il a fait. Non, c'est pas ça en fait. Non, en réalité, c'est son histoire à lui, c'est que Steve Rogers, c'est pour ça que c'est un très beau film et qui conclut sur le fait que c'est un film extrêmement intimiste. C'est que toute la fin est très longue. Steve Rogers passe son bouclier à Sam, le faucon. Pas l'œil de faucon, Clint Barton, mais Sam, le faucon. Normalement, dans les BD, c'est son copain Bucky, le soldat de l'hiver, puisque c'est aussi un super soldat comme lui. Mais là, c'est Sam. Soit dit en passant, l'acteur Anthony Mackie, quand il a lu ça dans le script, c'est Steve Rogers, c'est Chris Evans qui lui a appris ça de lui-même. Et ils ont sauté de joie, ils ont halluciné tous les deux acteurs, lorsqu'ils ont lu ça dans le script. Anthony Mackie est très fier de ça, donc voilà, le prochain Captain America, c'est Sam. Mais il va devoir subir un entraînement. Et donc pour toi, d'ailleurs, la fin, on entend les bruits de marteau, ça symbolise quoi? Pour moi, c'est Iron Man. C'est la manière de boucler la boucle avec le premier Iron Man lorsqu'il fabrique... Dans la grotte, il fabrique son armure. Ouais. Il y a aussi quelque chose de très beau, c'est Rhodes qui lui sauve la vie. C'est Iron Man qui récupère Rhodes blessé dans Civil War, et c'est de nouveau Rhodes qui est le premier à être sur Tony Stark lorsqu'il meurt. Il y a aussi une récurrence du début à la fin. Oui, le gamin qu'on voit là, l'ado qu'on voit, on se demande qui c'est effectivement l'acteur qui jouait le gamin dans Iron Man 3. Voilà pour cette scène. Justement, parce que tout ça, ça va faire écho à l'avenir du MCU, parce que tout le monde se demande qu'est-ce qu'il va avoir après Avengers Endgame. Déjà, on sait déjà qu'en début juillet, sort le nouveau Spider-Man, Far From Home.
qui se situe 5 ans tout de suite après le Avenger Endgame. Hein. Dans la bande-annonce du film, on voit même l'enterrement, on voit la tristesse de Parker à la mort d'Iron Man, qui est son mentor. Donc on le voit tout de suite, voilà, donc là on voit tout de suite qu'il fait tout de suite référence, écho à Avengers Endgame. Alors d'ailleurs, pour les producteurs, le MCU, la troisième phase se clôt vraiment avec ce Spider-Man. Ouais, ça va être un film de transition, comme l'était Ant-Man à l'époque. Voilà. Spider-Man, là, c'est pas a priori, on va avoir le personnage Mysterio, qui a un rôle visiblement très important dans ce film. N'oublions pas que Nick Fury, à la limite, il prend la place de Tony Stark, sûrement Happy, donc Jon Favreau, aussi, qui est toujours là. Ce qui est étrange, c'est que Tony Stark est là, sûrement, c'est ça aussi, sûrement l'avenir du MCU, c'est que là, on est prévenu depuis le dessin animé Spider-Man Multiverse, qui s'est dit clairement aussi dans ce film-là, on est dans le même univers, c'est l'univers 616 qui correspond dans les BD, voilà. On va avoir affaire au multiverse, c'est-à-dire que Nick Fury fait carrément intervenir sur Terre un super-héros qui vient d'un univers parallèle. Donc l'avenir du MCU va sûrement être le multivers. Oui, sûrement, oui. Il y aura aussi, beaucoup pensent aussi que l'avenir du MCU se passera surtout dans l'espace. On va être plus dans le space opéra que dans la précédente phase, notamment avec le Captain Marvel 2, évidemment 2. C'est du Green Lantern. Avec les Gardiens de la Galaxie 3 et également avec les Eternals, qui aura donc un film avec eux. Les Eternals qui ont un lien avec les Celestials. Les Celestials, il ne faut pas oublier que c'est Star-Lord, Peter Quill, et d'essence des Celestials, c'est ce qui nous est raconté dans la Galaxie numéro 2. C'est aussi la raison pour laquelle Peter Quill est le seul à pouvoir toucher une pierre d'infini sans mourir, puisque Tony Stark, lui, il en meurt. Donc on va avoir de nouveau affaire aux Celestials, qui donnent naissance aux Eternals. Ça a aussi un rapport avec les Beyonders, mais les Beyonders, c'est un arc narratif, on va dire, qui est réglé, puisque c'est déjà beaucoup de références dans ce film-là. Donc, à mon avis, les scénaristes vont inventer complètement autre chose à partir de cette base-là. C'est-à-dire que ce qui se passe, moi j'ai l'impression, c'est qu'il y a les bandes dessinées, et puis il y a les scénaristes de ces films-là, qui vont inventer, on va dire, une bande dessinée de plus, qui reste à novéliser, mais il y a une bande dessinée, un arc narratif de comics de plus, en fait, qui est le Marvel Cinematic Universe. On peut les ajouter dans une bibliothèque. Donc on pense qu'ils vont explorer pas mal d'univers, donc l'espace, les autres dimensions, et aussi ils n'ont pas encore fait ça, l'univers sous-marin, avec le prince. Alors je vais le dire parce que tu vois, tu n'y arrives pas. La référence dans ce film-là, on nous prévient, c'est que lors de la visioconférence entre Natasha et les autres, il y a Okoye qui est au Wakanda et qui dit que là elle est occupée parce qu'elle doit gérer un tremblement de terre sous-marin au fond de l'Atlantique. Bon, c'est là que réside le prince Namor. Alors, le prince Namor, faut pas se leurrer, c'est Aquaman. C'est le Aquaman de Marvel, c'est le prince Atlante, voilà, Namor. Donc on va avoir le prince Namor qui va débarquer dans le Marvel Cinematic Universe, qui est en réponse à Aquaman. On peut enchaîner carrément là-dessus en disant... Donc il y aura des personnages, il y a le Shang-Chi, oui. Alors lui, c'est très, très étrange. Là, j'invite tous ceux qui le veulent à aller vérifier par eux-mêmes. J'ai trouvé ça assez hallucinant. Shang-Chi, Marvel a créé ce personnage-là parce qu'ils n'ont pas eu le droit de récupérer le personnage de Kwai Chang-Caine de la série Kung Fu du début des années 70. Pourquoi ? Parce que la série Kung Fu était une production Warner DC. Alors c'est très étrange parce que, d'après ce que j'ai lu, ce n'est pas une création DC, donc Detective Comics, bande dessinée, mais c'est une création télévisuelle. Mais c'est bien une production Detective Comics Warner. Et lorsque Marvel a voulu récupérer le personnage de Kwai Chang-Caine pour en faire ses bandes dessinées, la DC a dit non, c'est à nous. Ils ont créé le personnage de Shang-Chi, qui est l'équivalent en fait. Qui est donc un spécialiste de Kung Fu. Ça, il va quand même falloir qu'il le change parce que c'est un Kwai Chang-Caine avec des moustaches. C'est comme ça qu'ils définissent le personnage dans la bande dessinée. Donc il y aura aussi c'est très années 70, il va falloir changer ça. Il y aura aussi donc les Young Avengers probablement. Alors les Next Avengers dans les bandes dessinées, ce sont les enfants des héros qu'on voit là. Donc il y aura la fille de Tony Stark, c'est la fille de Clint Barton. Il y a aussi... On verra probablement le gamin probablement d'Iron Man 3, il sera sûrement dedans. Oui, peut-être. Sinon il n'y a pas de raison de le voir. On peut aussi se dire que Steve Rogers, dans son passé,
qui se recrée, il peut aussi très bien avoir eu un enfant avec Peggy Carter. Ouais, ouais. Cet enfant-là, alors soit ce sera une fille ou un fils, on ne sait pas, normalement c'est un garçon, qui sera un New Avengers ou Next Avengers, Heroes of Tomorrow, dans les bandes dessinées. Alors dans les bandes dessinées, ces jeunes Avengers ont affaire à Ultron à nouveau. Ça m'étonnerait qu'ils refassent ça en fait, hein, mais bon. Mais voilà, c'est un arc narratif dans les bandes dessinées où on a affaire aux enfants des Avengers qui ont leur psychologie à eux, influencée par leurs parents, quoi. Ça va être intéressant aussi. Voilà. Alors ça, c'est pour le cinéma. Il ne faut pas oublier qu'il y a l'arrivée de Disney+, donc cette plateforme de streaming qui est là pour concurrencer Netflix. Et Amazon Prime, n'oublions pas. Et là, là, il va y avoir également beaucoup de séries. Il y aura seulement sur Loki, il y aura sur la Sorcière Rouge. Donc ça, c'est même pas des rumeurs, hein, c'est en production. Donc il y aura déjà beaucoup de choses également sur cette plateforme Disney+. Mais on va vraiment pas rentrer dans les détails car cette vidéo est beaucoup trop longue. Et nous remercions chaleureusement les personnes qui sont restées jusqu'au bout. Ouais, le film fait 3 heures. Hein, donc... Bref, on vous remercie. Je vais le bâillonner. Encore plein de choses. Bref, la vidéo dure plus d'1 heure. J'ai un montage de fou. Ouais. En tout cas, on vous remercie. Je remercie chaleureusement si vous êtes restés jusqu'au bout. Dites-nous ce que vous avez pensé non seulement du film mais de notre débat. Est-ce que vous êtes d'accord avec nous ou pas? Puisque le débat, on aimerait le prolonger avec vous. Donc n'hésitez pas à mettre pas mal de commentaires. On va y répondre. On aime ça, c'est pour ça qu'on fait nos vidéos. Si vous avez aimé notre travail, n'hésitez pas à liker la vidéo. C'est important, ça nous fait plaisir et c'est important pour le référencement. Il faut liker les vidéos si vous les appréciez. Partagez la vidéo parce que c'est comme ça que cette vidéo va se faire connaître, c'est avec le partage. Et puis abonnez-vous à ma chaîne si vous ne souhaitez pas louper la prochaine. Et on vous dit à la prochaine fois. Allez, bye!